toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Jules Renard disait « Sans le duel, on ferait de l'escrime tranquillement ». Je ne sais pas si notre invité sera d'accord avec cette citation, car peut-on vraiment escrimer tranquillement, surtout quand on fait de l'escrime ancienne, cette discipline où rien n'est dû au hasard et où tout est préparé et répété à l'infini pour que cela devienne plus une chorégraphie qu'un véritable combat. Il existe en Vendée le Conservatoire national d'escrime ancienne, une école pour apprendre ce qu'on appelle la belle escrime que vous pouvez d'ailleurs retrouver cet essai sur certains sites touristiques tels que le logis de la Chaboterie chez nous, mais aussi le château de Blois et bientôt l'abbaye de Fontevraud par le Conservatoire national d'escrime ancienne. On en parle avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission un maître d'armes des académies d'armes de France et de Suède. Ça claque. C'est vrai que je trouve ça très très beau de dire ça. C'est Michel Palvado. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec vos copines. Mais oui, vos bien sûr. qui sont toutes orientées vers moi. Je tiens à le remarquer, pratiquement toutes. Non mais merci d'avoir accepté de venir aussi avec quelques armes que vous utilisez au sein du Conservatoire national d'escrime ancienne, qui est basé à Roche-Servière. À Roche-Servière, exactement. Qui est en Vendée. Oui. Alors, Michel, j'ai d'abord une question très très simple. Je voudrais qu'on mette une définition derrière le mot escrime ancienne. Qu'est-ce que c'est que l'escrime ancienne par rapport à l'escrime traditionnelle que l'on connaît notamment en compétition et aux Jeux Olympiques? Alors, l'escrime que l'on connaît aujourd'hui se pratique avec des protections. Oui. Protection, donc le masque que tout le monde connaît, les protections de corps qui sont quand même relativement importantes, de plus en plus importantes, disons, parce que l'escrime de compétition est devenu un petit peu brutal quand même. Oui. Par opposition donc à l'escrime ancienne, qui elle est une escrime à la base destinée à tuer. Oui, alors on parlera chorégraphie évidemment, mais d'abord, à la base, l'escrime, c'est pour tuer l'autre. Après, on a l'escrime artistique, donc que nous pratiquons, qui est une forme d'escrime ancienne adaptée au spectacle. D'accord. Moi, j'ai parlé de belle escrime tout à l'heure dans l'introduction, mais je pense que j'ai fait une erreur, notamment au niveau de... Vous m'avez dit tout à l'heure dans les coulisses que c'était aux alentours du 19e siècle, c'est différent. Alors, ce qu'on appelle la belle escrime, les belles armes, oui, c'est une pratique qui avait cours au 19e siècle, au début du 20e siècle. Oui, d'accord. Donc, on appelait ça les belles armes. Avoir l'arme belle à la main c'est chouette, hein. Et pratiquer une escrime qui n'était pas forcément destinée à la compétition, mais plus à l'art. D'accord. C'était un petit peu, en fait, le début de l'escrime artistique. D'accord. L'escrime, on donnait des assauts publics qui se passaient donc dans des lieux un petit peu prestigieux, avec du beau monde, avec du beau linge. Et le but était en fait non pas de toucher forcément l'adversaire, mais d'avoir ce qu'on appelait des conversations d'armes. D'accord, de dialoguer entre armes. Des phrases d'armes. C'est-à-dire que, notamment au fleuret, on a ce qu'on appelle des conventions d'armes. Donc, une personne, un des tireurs fait par exemple une attaque. D'accord. Celui qui est en face doit parer et riposter. Mais ça, c'était su à l'avance? C'était préparé à l'avance? Ah non, pas du tout. C'est de l'improvisation totale. Ça, d'accord. Dans les assauts, ce qu'on appelle les assauts, l'improvisation est totale. D'accord. Nous, par contre, les combats que nous faisons sont chorégraphiés. C'est-à-dire que chaque partenaire, parce que là, on ne s'agit plus d'adversaire, mais de partenaire, chaque partenaire connaît parfaitement sa partition et il doit l'exécuter au millimètre près. Au millimètre près. Ouais, on va en reparler parce qu'on a quand même des armes... Des vraies, hein. C'est pas du faux. Ce sont des armes, notamment celle-ci. Non, celle-ci est hors de question de les utiliser. Ça, c'est une paire d'épées de duel. Une vraie de vraie. Les deux. Ouais. Une vraie de vraie. Oui. Oui, donc hors de question de... Vous voyez que les extrémités sont quand même assez pointues. Elle est ici, l'extrémité. Je la vois très très bien. Elle est oui, c'est pas bien. Oui, exactement. C'est ça, oui. Michel, je voudrais qu'on reparle de votre parcours. Oui. Vous êtes tombé dans la marmite de l'escrime à quel âge? À 7 ans.
Ok. À 7 ans. Et qu'est-ce qui comment vous avez comment vous avez commencé l'escrime? Est-ce que vous aviez une école à côté de chez vous? Comment ça se passait? Alors, tout simplement parce que mes parents habitaient à 3 maisons d'un maître d'armes. Qui s'appelait Henri Dagneau. Voilà. Que pas mal de gens ont connu puisqu'il a monté un peu la genèse du conservatoire au Sable d'Olonne dans les années 80. C'est lui qui a, disons... lancer l'escrime au Sable d'Olonne et en Vendée. Le conservatoire régional d'escrime ancienne de théâtre et de studio. C'est ça. Alors avant, c'était l'épée sablaise. D'accord. Avant tout ça, c'était l'épée sablaise. La création remonte à 1945. Ah, d'accord. Il y a même eu une école avant, mais là, je me perds un petit peu dans l'historique. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Mais il y a un suivi, oui, complètement. D'accord. Ouais. Et donc, c'est venu comme ça. Et donc, c'est Henri Dagneau qui a recréé cette école après-guerre, et qui a formé quand même pas mal Oui, dont des maîtres d'armes. Une vraie référence. Oui, c'était une vraie référence. Mais il avait quoi? Il avait une école? Non, il habitait à 3 pâtés de maison de chez vous? Oui. Et donc, il avait une salle d'armes. Et alors, pour s'entraîner, il faut revenir un petit peu dans les années 50, les rues étaient beaucoup plus calmes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces voitures. Et sur l'avenue d'Anjou, au Sable d'Olonne, il y avait beaucoup de place. Les trottoirs étaient très larges. Et c'est là qu'il s'entraînait? Et il s'entraînait en fait le dimanche. Dehors? Oui, dehors, comme ça, tranquillement. Il donnait la leçon à son fils. Et donc vous étiez là en spectateur? Nous, on était tous les gamins de la rue étaient là en admiration, quoi, évidemment. Et c'est venu comme ça. Et un jour, il vous a dit, viens essayer? Et un jour, non, j'étais tellement insupportable que ma mère m'a dit, va avec Monsieur Dagneau et tu vas apprendre l'escrime avec lui parce que je ne peux plus te supporter, quoi. Et c'est commencé comme ça? Ça a commencé comme ça, oui. Mais c'était l'escrime ancienne ou c'était l'escrime que l'on connaît en tant que sport? C'était l'escrime de compétition, du coup. D'accord. C'est-à-dire fleuret, épée et sabre. Ouais. Les 3 armes modernes qu'on pratique aujourd'hui encore en compétition, qui à l'époque n'étaient pas des armes électriques. Ça, c'est bien après. Et voilà, donc après, on a découvert l'escrime artistique et l'escrime ancienne par le biais de la Ligue d'escrime des Pays de la Loire. Oui. Qui a demandé à Henri Dagneau, le sachant passionné par toutes ces armes et toute l'histoire de l'escrime, qui a demandé de créer un conservatoire d'escrime. D'où le conservatoire régional. C'est ça. Qu'il a créé. Conservatoire régional d'escrime ancienne, de théâtre et de studio. Donc ça veut dire théâtre, studio, ça veut dire cinéma? Ça voulait dire... Oui, ça veut dire... oui, c'est ça. C'est un petit peu le... Plateau. C'est un petit peu le but de faire du spectacle. Pas forcément le cinéma, parce que le cinéma, c'est quand même un milieu un peu fermé, surtout au niveau de l'escrime. Les maîtres d'armes sont assez rares. Mais voilà, c'est... Les maîtres d'armes, je rebondis sur ce que vous disiez, il y a beaucoup de maîtres d'armes en France? De moins en moins. Vous savez combien vous êtes? Il y en a eu pendant les temps 6000. 6 000, oui, quand même. Mais c'était dans les années 40, 50, 60. Et aujourd'hui? Et là, c'est divisé par 10. Pourquoi? Parce que... Alors, ça veut dire que c'est dû à quoi? C'est dû à la sécurité, je ne sais pas s'il y a des normes pour être maître d'armes, ou etc. Oui, bien sûr, il y a des diplômes, il y a des... Oui, bien sûr. C'est un métier qui est quand même... qui reste un petit peu dangereux, quoi. Donc c'est à surveiller. Mais bon, les maîtres d'armes, après, c'est compliqué de devenir maître d'armes. Ça prend beaucoup de temps, maintenant ça a un coût. Et puis surtout, c'est beaucoup moins lucratif que ça l'a été. D'accord, d'accord. Donc les maîtres d'armes maintenant sont obligés d'avoir plusieurs salles, de parcourir des kilomètres pour avoir un revenu à peu près correct, quoi. Pouvoir vivre de leur art. Voilà. De leur art. Sauf si dans les grandes villes, où là on est assuré d'avoir quand même beaucoup de licenciés, une bonne clientèle, donc là ça va, à partir de 100 licenciés c'est bien, mais c'est quand même relativement rare, les salles d'armes qui comptent 100 licenciés, c'est assez rare. On va parler du conservatoire, mais je voulais juste faire une précision, vous êtes maître d'armes des académies d'armes de France et de Suède.
Il y a une différence entre l'Académie de France et l'Académie de Suède. Pourquoi l'Académie de Suède? C'est deux pays différents, simplement. Alors là, vous me rassurez, je ne savais pas. Mais il y a une différence entre l'Académie de France et de Suède? Des fonctionnements différents. Ouais. Fonctionnements différents. L'Académie d'armes de France, comme je vous le disais tout à l'heure, décernait des diplômes, puisque depuis 1984, c'est la Fédération française d'escrime qui se charge de tout ça. Donc maintenant, théoriquement, l'Académie d'armes de France ne décerne plus de diplôme de maître d'armes. D'accord. Ouais. Sauf exceptionnellement, à titre plus ou moins honorifique, c'est un petit peu mon cas. Puisque le diplôme qui m'a été remis par le maître Claude Carliès, qui est un cascadeur connu du cinéma. Exactement, un nom du cinéma. J'ai eu la chance de suivre ses cours, d'être formé par lui, et qui connaissait mon travail, donc il m'a décerné ce diplôme. C'était en plus un ami, donc... C'est vachement bien, ouais, vraiment. Et alors, la différence avec la Suède? Et alors, la Suède, le fonctionnement est tout à fait différent, au niveau des diplômes. Les diplômes sont remis en fonction du parcours du candidat. D'accord. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent un petit peu comme le compagnonnage autrefois. D'accord. C'est-à-dire qu'on demande au candidat 3 ans minimum d'apprentissage de l'escrime, 3 ans de pratique en tant qu'assistant du maître d'armes de la salle. Et puis après, il faut fournir un ouvrage, un bel ouvrage. Un ouvrage. Que vous avez fourni, vous? C'est celui-ci que j'ai fourni et qui m'a valu le guide titre, pratique escrime artistique. Voilà. Et grâce à ça, vous êtes devenu maître d'armes de l'Académie des armes de Suède. D'accord. Oui, c'est comme le compagnon qui doit créer un bel ouvrage pour finir son compagnonnage. Absolument. D'accord. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça veut dire que vous êtes considéré comme un artisan. Oui. En Suède. Oui, d'ailleurs, les diplômes sont décernés par le ministère du Travail. Il y a une vraie reconnaissance du métier, plus qu'en France. C'est ça. Sans faire de... Oui, mais c'est vrai. Sans mettre un pavé dans la main, mais c'est vrai. La Suède se base plus sur l'expérience. Exactement, sur l'expérience. Plus que sur la formation. D'accord. C'est vrai qu'une formation de maître d'armes en France, aujourd'hui, c'est... les prévôts, les maîtres d'armes, c'est un petit peu plus long. Les formations, ça peut se résumer à 2-3 ans. D'accord. On va reparler et surtout voir comment fonctionne le Conservatoire national d'escrime ancienne d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va se faire retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au Conservatoire national d'escrime ancienne. Nous sommes avec un maître d'armes, Michel Palvado, qui est maître d'armes. Je vais le dire le titre en entier, parce que je trouve ça classieux. Maître d'armes des académies d'armes de France et de Suède. Pas toujours qu'on a ça sur le plateau. Je trouve ça super joli. Et nous parlons du conservatoire. On va en parler d'ici quelques instants. D'ici quelques instants, le début de la chronique de Leslie et la suite de la chronique de Laure. Le Conservatoire national, on l'a dit, est sur plusieurs sites durant cet été, juillet-août. Il y a la Chaboterie, évidemment, pas très loin de chez nous, mais également le château de Blois et l'abbaye de Fontevraud, juillet et août aussi, Michel. Vous êtes sur ces différents sites touristiques. Et à la Chaboterie, ça s'appelle la Virée des Mauclers, et ça donne ça. Michel, je me suis trompée. C'est pas la Virée des Mauclers. Non, il s'agit de 1577. C'est ça. C'est un spectacle qu'on a présenté à Blois aussi et qu'on a présenté également au championnat du monde.
Ah, ouais. Ce duel nous a valu le titre champion du monde d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Vous voyez, je me suis trompée, mais en fait je savais que c'était ça qu'il fallait montrer. Depuis qu'il essaye de rattraper le truc. Michel, le Conservatoire national d'escrime ancienne, combien de personnes sont dans son conservatoire-là? Enfin, combien de personnes travaillent pour le conservatoire? Comment ça se passe? Pour le conservatoire même, on a la structure, le comité directeur traditionnel, c'est-à-dire président, donc, qui est présidente. Fanny Tixier. Qu'on embrasse. Voilà. Au passage. Ouais. Laurent qui est vice-président. Tixier qui est le vice-président. Et puis trésorière, mon épouse. Très bien. Voilà. Et puis, sinon, on a des gens qui travaillent avec nous, dont un de mes élèves que vous venez de voir ici en duel, qui va probablement prendre ma succession, qui s'appelle Julien Pénanec, nouveau diplômé, lui, du coup, de la Fédération française d'escrime. D'accord. Et donc, qui a commencé à donner des cours, notamment pour les enfants. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des classes, des stages. Il y a des stages. Ça se passe? Alors nous, on fonctionne, on a une petite vingtaine d'adhérents. D'accord. Pour le conservatoire, mais on fonctionne, disons qu'on est ouvert à tout c'est un conservatoire national, donc on est ouvert à tout le monde, toute la population française en fait. Il n'y a pas de... Quand vous dites qu'il y a des stages pour les enfants, ça veut dire qu'il y a un âge minimum quand même. C'est ça. Alors pour les enfants, on les prend à partir de 7 ans. Ce qui est tôt, hein? C'est tôt, mais c'est bien, c'est correct. C'est l'âge auquel j'ai commencé, moi. Donc, oui, c'est ce que je disais. Et on peut en faire jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a un âge... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non, tant qu'on peut tenir debout, ça. Qu'on peut tenir une rapière ou une dague, etc. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ça fonctionne en stage. Et alors, donc les enfants ont des cours réguliers. D'accord. Ça se passe le samedi. Et pour les adultes, alors il y a des stages sur le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, à raison de 6-7 heures par jour, quand même. Ça fait des beaux stages, on sort de là un petit peu fatigué quand même. D'accord, oui, parce que c'est très physique, on l'a vu, c'est assez physique quand même. Oui. Et puis il y a des stages sur une semaine complète. D'accord, d'accord. Donc là, on a un éventail d'études d'armes qui est un petit peu plus large. On travaille la canne, on travaille la rapière, le fleuret, etc. D'accord. Le bâton. Qu'on travaille aussi. Et donc Julien, le prévôt d'armes en question, là, lui propose une formation professionnelle qui est destinée aux comédiens. Et voilà, c'est vraiment une formation sur 200 heures. D'accord. Voilà, qui se déroule. Alors cette année, ça se passait sur 3-4 mois, à raison d'une semaine, comme ça, ponctuellement. Et l'année prochaine, je pense qu'il va varier un petit peu son système de fonctionnement, mais ça restera globalement 200 heures de cours et formation aux différentes armes, compris le sabre laser. Comme dans Star Wars. Oui. C'est génial. C'est ça. C'est génial. Mais non, mais c'est génial. Mais on en parlait tout à l'heure en coulisses. En fait, les enfants de 7-8 ans, quand ils sont dans leur jardin, ils se déguisent, ils se prennent pour Han Solo, etc. Ils font de l'escrime, entre guillemets, ancienne entre eux, parce qu'ils disent, ouais, tu me tapes pas trop, avec le copain d'en face. C'est un peu déjà de l'escrime ancienne. Alors, c'est pas d'escrime ancienne, c'est l'escrime artistique. C'est l'escrime, l'escrime artistique. Voilà. Moi, pour mes enfants, c'est violent. C'est de l'escrime violent. Mais c'est vrai qu'il y a déjà tout petit, il y a cette envie de faire pour de faux, mais de combattre. Bien sûr, oui. Il y a ça. Oui. On est tous passés par là. Oui. Oui, on est tous passés par là. Ouais. J'avais une question, Michel. Pourquoi créer un conservatoire ? Eh ben pour justement... Pour transmettre transmettre et surtout conserver cette belle escrime. D'accord, d'accord. Il y a quand même un art derrière. Oui, c'est ça. C'est pas seulement aller à la touche, comme on voit malheureusement maintenant... Moi, j'ai un petit peu de mal à regarder les compétitions d'escrime parce que c'est souvent touché à tout prix et c'est pas forcément une belle escrime, quoi. Il n'y a pas le geste. On pense plus, on pense moins à la fameuse conversation. C'est ça. C'est plus de rentre dedans. Et toucher à tout prix. C'est à qui parlera le premier. Oui. Et qui dit conservatoire, qui dit aussi, est-ce que c'est une sorte de centre de recherche ? Est-ce que vous vous basez, et je sais qu'il existe des manuels, d'anciens manuels de maîtres d'armes ou d'escrime. Vous vous basez encore là-dessus ? J'étudie beaucoup, je passe beaucoup de temps là-dessus, oui.
Oui. À étudier. À étudier les traités d'armes, oui. Là, je suis en ce moment en train de travailler sur un traité d'armes de 1653. C'est fantastique. De Charles Bénard, qui était un maître d'armes rennais, qui probablement était le maître d'armes de René Descartes, le philosophe. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, René Descartes qui a écrit lui aussi un traité d'armes. D'accord, je ne savais pas. Voilà. Et pourquoi s'appuyer sur ces manuels-là? Vous apprenez toujours? Oui, on apprend toujours, bien sûr. On découvre des choses. Dans ce manuel, on a découvert, par exemple, que le duel au pistolet n'est pas si récent que ça. D'accord. Le duel du pistolet, on en parle déjà en 1653. D'accord. Alors que moi, je mets ça plutôt en... 19e, 20e. Je pense à Clémenceau tout de suite, qui faisait des duels au pistolet. Et donc, c'est pas si récent que ça. C'est pas si récent que ça. Déjà des duels au 17e. Voilà. Alors, c'était très controversé, bien sûr. Le duel au pistolet, c'était... cet auteur-là, on parle comme d'une invention du diable. D'accord. C'est hyper intéressant. Notamment parce qu'il lui piquait son boulot, en fait. Oui, c'est ça. Oui, complètement. C'est exactement ça. Donc, le conservatoire, c'est à la fois un lieu de transmission. Oui, c'est ça. Pour apprendre, et puis c'est un lieu aussi de recherche. C'est un lieu de recherche, et ces recherches, il ne faut pas qu'elles restent concentrées seulement dans un bouquin, il ne faut pas que ça reste le savoir d'une ou deux ou trois personnes, il faut que ça se diffuse. D'accord. C'était un petit peu la profession de foi d'Henri Dagneau. Son but, c'était aussi de diffuser son savoir. D'accord. Notamment sur les spectacles que vous mettez en place. Par le biais des spectacles. Oui. Je le dis tout de suite, si vous voulez des informations, notamment pour les stages, etc., vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site internet du CNEA, du Conservatoire national. C'est le www.cnea-info.fr. Ça s'inscrit sur votre écran. Il y a aussi une page Facebook pour ceux qui sont plutôt réseaux sociaux. On va en reparler, puis je voudrais que vous nous montriez un petit peu des différentes armes que vous avez devant vous. On va revenir sur le conservatoire et sur l'escrime ancienne, Michel. Est-ce que l'escrime ancienne ou l'escrime artistique, je ne sais pas comment, est-ce que ça veut dire que c'est une discipline qui fait partie de la bienséance, du savoir-vivre, un peu comme la danse? Ah, mais complètement. Ah, d'accord, je ne me suis pas plantée. Complètement. D'ailleurs, c'était ce qu'on appelait autrefois les manèges sous Louis XIII et Louis XIV. Ouais. Hein. C'était un petit peu l'école de la noblesse, en fait. D'accord. Hein, c'était, alors, on apprenait, en fait, tous les arts qui mettaient en valeur un personnage. D'accord. C'est-à-dire la danse, effectivement, l'escrime, l'équitation. Oui. Hein, et puis, en ce qui concerne la culture proprement dite, c'était les mathématiques et la philosophie. Ça, c'était les grandes disciplines nobles. Enseignées, voilà. Enseignées, d'accord. Donc l'escrime était vraiment un élément de bienséance. De bienséance. Je suppose qu'il n'y a absolument pas de place à l'improvisation quand on fait de l'escrime ancienne. Absolument pas. C'est dangereux l'improvisation, on est d'accord. D'ailleurs, tout l'enseignement de l'escrime artistique du coup, est basé sur la sécurité, sur le respect des règles de sécurité. Et vous disiez de toute façon tout à l'heure que la personne qui est en face de soi n'est pas un adversaire, mais un partenaire. C'est un partenaire. On travaille toujours à deux. D'accord. C'est-à-dire que si on se trouve par exemple dans un environnement un petit peu compliqué, un terrain glissant où il y a pas mal d'obstacles, on doit voir ce que le partenaire ne voit pas. Ok. C'est-à-dire que dans les déplacements, on va s'arranger pour faire placer le partenaire dans un endroit sécurisé. D'accord. Toujours dans la protection de son partenaire. C'est ça, on prend soin de son partenaire en fait. D'accord, d'où le fait que ce soit très très cadré, très chorégraphié, très calibré. C'est ça, il faut absolument que... Alors, après, il ne faut pas non plus que ça devienne... que les déplacements soient systématiquement déterminés, parce que ça devient dangereux, du coup. Oui. Quand on se trouve dans une situation un petit peu imprévue, les déplacements ne sont plus les mêmes, il faut savoir s'adapter. D'où l'enseignement et la pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon escrimeur, selon vous? Alors, c'est quelqu'un d'adroit déjà. Oui. Ouais, il vaut mieux. Oui, c'est sûr. Ouais. Je l'ai fait tomber. Oui, c'est un peu ça. Je veux dire adroit dans le maniement de son arme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le doigté en escrime. D'accord. Qui permet d'avoir
une finesse de toucher de l'arme, et d'avoir ce qu'on appelle le sentiment du faire. C'est super beau. C'est super beau comme terme, le sentiment du faire. Ouais. C'est-à-dire qu'au travers du contact des lames, on perçoit, il faut devenir capable de percevoir ce que prévoit l'adversaire. D'accord. Hein, voilà, anticiper. Alors ça s'apprend et ça se. C'est de la pratique essentiellement. Mais selon l'arme, ce sentiment change. Oui, bien sûr. Je suppose que le fleuret ou la rapière, c'est pas la même chose. C'est pas du tout le même maniement. Hein, quand on a des sabres comme ça, qu'on utilise du coup à la chaboterie. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, le gros là qui est on le voit à debout l'écran. Là. Bon, c'est une arme qui ne peut pas se manier de la même manière que celle-ci, bien sûr. Quelle est votre arme préférée, Michel? Moi, à la base, c'était le fleuret. C'est celui qu'on voit. Ah non, c'est pas le fleuret, c'est ça, celui que vous avez juste devant vous. C'est un modèle très ancien, enfin une réplique de modèle ancien. D'accord. Ça, c'est les premiers fleurets qui ont. On va le prendre pour bien le voir. Voilà. Vous voyez que les gardes sont un petit peu compliqués. Ouais. Mais ils servaient essentiellement à protéger la main. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de protection. D'accord. Mais par contre, la main était protégée par ces arceaux. Ça, et le gant, je suppose. Le gant, bien sûr. Le gant, d'accord. En cuir. Et pourquoi le fleuret, c'est une arme qui vous plaît? Parce qu'il a une lame particulière qui est carrée. Oui, tout à fait. Qui est très souple. Hein, voilà, qui permet de travailler, d'apprendre l'escrime sans se faire mal. Sans se faire mal. Vraiment? Oui, parce que le fleuret, au fleuret, on va à la touche, c'est-à-dire qu'on va toucher effectivement le partenaire. Contrairement à ce qu'on fait nous, on ne touche jamais. Jamais. L'idée, c'est de faire semblant. Oui. C'est d'effleurer. L'idée, c'est de donner l'impression qu'on a touché, mais en fait, le coup s'arrête à 10 cm. C'est fou, d'accord. Voilà. Là, vous aviez une question tout à l'heure. Oui, je voulais demander s'il y avait des femmes dans votre oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, presque autant d'hommes. Hein. Bien ça. Oui. Et pourquoi les femmes sont attirées par l'escrime, et notamment l'escrime ancienne? Parce que c'est un sport qui apporte beaucoup déjà au niveau culturel. Hein, ça ouvre sur plein de choses, l'escrime artistique. Hein, ça ouvre sur les costumes, par exemple. Sur l'histoire aussi. Pour les femmes. Bien sûr. C'est important, les costumes. Ouais. Non, mais c'est vrai, les costumes, presque, c'est aussi approprié à la discipline aussi. Bien sûr. Donc, on a les costumes, on a la musique. Oui. Hein, on a aussi la vie quotidienne, la recherche un petit peu de ce qu'était la vie quotidienne aux différentes époques. Et à partir de là, on s'intéresse à l'histoire, évidemment. Petite et grande. Et c'est très élégant. Très élégant. Oui. Ce qui veut dire que l'arme n'est pas forcément très lourde. Je pense au gabarit d'une femme, c'est pas très. Ces armes-là. Ces armes de duel. Ces armes de duel, des vraies de vraies du coup, elles font 512 grammes. Les armes de duel, il fallait. Le duel, c'est une pratique qui est très codifiée. Le code du duel était très très strict. Tous les détails sont absolument passés au crible, de façon que les deux adversaires, des adversaires du coup, pas des partenaires, soient mis à égalité. D'accord. C'est-à-dire que notamment les armes là, elles sont strictement identiques, même longueur, même poids. D'accord. Elles font toutes les deux 512 grammes. D'accord. Pour que ce soit au même, tout le monde soit au même niveau. J'ai une dernière question, Michel. Vous parliez tout à l'heure de celui qui potentiellement pourrait vous remplacer au sein de le conservatoire. Vous allez rester dans le coin quand même. Enfin, vous allez continuer. Moi, tant que je peux continuer, je continue. Mais vous avez envie de transmettre aussi. Mais j'ai transmis. Je transmets. C'est mon but aussi. Mais le conservatoire, de transmettre aussi le conservatoire, c'est-à-dire d'être un petit peu plus en retrait. On ne va pas le laisser mourir, ce conservatoire. Non, mais c'est important aussi de savoir aussi se dire, oh là, de savoir s'arrêter et de se dire... savoir que quelqu'un pourra prendre la suite, c'est très important, oui. Ouais. Oui. Il est maître d'armes, celui qui... Il est prévôt d'armes. Il est prévôt d'armes, c'est-à-dire qu'il est C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on appelait autrefois le BE1, le brevet d'état de premier degré. D'accord. Et ensuite, il y a le brevet de maître d'armes qui, lui, est du coup le BE2, brevet d'état de deuxième degré. Et pour être à la tête d'un conservatoire, il faut forcément être maître d'armes ? Alors, il faut...
Pas forcément, mais il faut avoir quelqu'un de diplômé pour enseigner. D'accord, ok. Voilà. Alors je vais rajouter un petit truc quand même. Au niveau des spectacles, les spectacles ne sont pas produits par le conservatoire. D'accord. Ils sont produits par une société de production qui s'appelle Diapason. Oui. Et nous, effectivement, on travaille beaucoup avec cette société, mais les spectacles sont produits par Diapason. Ok. Si vous voulez voir les spectacles du Conservatoire national d'escrime ancienne produits par Diapason, c'est sur différents lieux. Je vous conseille d'aller à la Chaboterie, tout simplement, voir notamment tout l'été la virée des mots clairs à la Chaboterie. Moi, j'y suis allée il y a 2 ans. Franchement, c'est vachement bien, surtout pour les enfants. C'est très impressionnant. Et en plus, c'est drôle. Il y a également au château de Blois et cette année, l'abbaye de Fontevraud, juillet-août. Vous avez les équipes de Michel qui sont sur ces différents sites et qui animent ces jolis sites, notamment le château de Blois qui est absolument magnifique. Merci beaucoup Michel. Longue vie au Conservatoire national d'escrime ancienne. Vous revenez quand vous voulez sur TV Vendée, vous serez le bienvenu.